Fabrice, bonjour. Euh, Bonjour. Merci de nous avoir invités au Théâtre de Grandville pour le troisième épisode du podcast Vachement Bien. Donc à la recherche du contenu justement vachement bien. Donc toi Fabrice, tu es un théâtreux comme nous. Euh, et on va essayer un peu de comprendre c'est quoi le contenu déjà théâtral et c'est quoi un bon contenu selon toi théâtral. Alors d'abord je te laisse peut-être te présenter en 2 minutes. Donc oui, je m'appelle Fabrice Servet. J'ai une compagnie de théâtre qui est installée dans la Manche, en Normandie, qui s'appelle la compagnie Tourner la page, et avec laquelle je travaille sur des spectacles, des créations de spectacles vivants, de théâtre, mais aussi sur de la médiation culturelle avec des amateurs, avec des étudiants. Et puis, j'ai une petite aussi spécificité un peu différente, c'est que je travaille beaucoup avec le monde des entreprises à Ouais. travers des formations sur le savoir-être. Ça, c'est un terme un peu global qui veut tout dire et rien dire, mais on y reviendra un peu plus en détail après. Sur l'idée de justement comment être là. C'est un terme que j'aime bien explorer, c'est la façon dont on a besoin d'être là au quotidien, à plein de moments différents de la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on développe notamment, je crois, au théâtre. Au théâtre. Donc là, pour toi, dans le théâtre, un petit peu, c'est quoi le process créatif du théâtre? Alors peut-être, parce que toi, tu es à la fois comédien et metteur en scène. Mhm. Alors si on part déjà un petit peu du côté metteur en scène, comment vient un petit peu l'idée d'une pièce, l'idée d'une histoire? C'est quoi un petit peu ton process créatif, toi? Alors, ouais, qui m'appartient à moi, parce qu'effectivement, il y a autant de gens qui font du théâtre que de façons de faire du théâtre. C'est ça qui est riche aussi dans l'idée du théâtre. Après, euh, moi, ce que j'essaye d'explorer, ouais, il y a quelque chose dans le théâtre aujourd'hui avec lequel j'ai un peu de difficulté, c'est en fait on fait du théâtre parce qu'on a des choses à dire et c'est vrai que c'est important, c'est là pour ça. Moi, c'est pas quelque chose où je m'y retrouve beaucoup. J'ai pas forcément des choses à dire. En revanche, je crois que j'ai des histoires à raconter. Et C'est quoi la différence entre bah, des choses à dire et des histoires à raconter? je pense que je suis pas là C'est pour pas avoir un un théâtre? étendard et puis D'accord. dire voilà, moi j'ai des choses à dire sur la vie, sur la société, etc. Et je préfère raconter des histoires, mais en racontant des histoires, il y a des choses qui sont dites. Et prendre ce biais-là, ce prisme-là de d'abord vouloir raconter des histoires. Euh, Plus un conteur. Ouais, Je c'est vois ça. plus que- Un conteur, et puis l'idée d'avoir forcément un décalage par rapport à ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que si on commence à entrer dans quelque chose en disant, bah voilà, moi j'ai des choses à dire, je veux dire des choses, bah ça va tout de suite orienter finalement une façon de diriger son art, etc. Et moi, j'ai envie de me laisser porter par des textes, me laisser porter par des images, par des histoires. Et petit à petit, parfois son corps défendant, il y a des choses qui sont dites, quoi. Et tout d'un coup, tiens, c'est vrai que ça raconte ça sur le quotidien, et ça me plaît bien. Mais en même temps, c'est pas énoncé comme quelque chose ça va être plus subtil. Enfin, je crois, j'espère, en tout cas. En tout cas, je poursuis cet axe-là de travail. T'aimes bien te laisser un peu guider. Finalement, tu dis que dans la création, il y a autant ce que toi t'amènes à l'histoire. Est-ce que l'histoire finalement t'amène un petit peu, comme tu dis, un peu ton corps défendant sur des sentiers que tu n'aurais pas forcément imaginé au départ? C'est un espèce de jeu donnant-donnant entre l'histoire et le créateur. C'est ça, puis tu sais, de pas forcément intellectualiser la chose, dans le sens où tout d'un coup, face à une œuvre d'art, que ce soit du théâtre, de la musique, une peinture, on a une émotion. Il y a quelque chose qui D'accord. vous parle, tiens, ça me touche. Et vous ne pourriez pas forcément expliquer avec des mots tout de suite, ça ne me touche pas parce qu'il y a des choses qui sont dites. Ça me touche parce que la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est joué, tout d'un coup va toucher des choses en moi. Et petit à petit, bah, je vais les explorer, ces choses. Et là, tout d'un coup, je vais découvrir que, bah, ah oui, c'est vrai, ça me parle de ça parle de ça aussi, ça parle de ça aussi. Mais c'est pas si clair au départ. Et moi, j'aime bien effectivement me dire, bah tiens, là actuellement, je vais travailler
sur le syndrome de Diogène avec Ouais. un dramaturge qui s'appelle Damien Dutrey, qui est en train d'écrire cette pièce. Donc j'ai fait une commande. Alors, Et syndrome de Diogène, le syndrome de Diogène, c'est quand vous savez, les gens qui ont une façon de compiler des choses chez eux, d'amasser. garde absolument tout. Voilà, ça peut être des journaux, ça peut être des sacs plastiques, c'est quelque chose de faille un petit peu dans leur être, qui fait que tout d'un coup ils se protègent de Ils l'extérieur, peuvent pas etc. jeter, ils peuvent Voilà, ils absolument peuvent pas acheter, et ça peut aller jusqu'à des choses très extrêmes, jusqu'à finalement finir sous les décombres de cette accumulation-là. Voilà, on a envie de travailler sur ça. Je sais pas ce qu'on veut dire là-dessus. Je trouve que juste ce syndrome-là me parle, me touche, me dit tiens, il y a des choses à raconter avec ça. Donc on est parti dans l'écriture, mais on va découvrir au fur et à mesure ce qui va être dit, en fait. Mais j'ai pas d'a priori au départ. Et alors, je sais pas si c'est très très clair, mais j'ai en... Oui, tu démarres pas de la fin, quoi. Voilà, Tu c'est te dis ça, pas, tu sais pas où tu veux arriver. Tu as un thème que c'est tu ça. veux et tu veux finalement Et te puis laisser aussi un peu emporter par le thème au voilà, fur et à c'est mesure de l'écriture. comme le dernier spectacle qu'on a créé qui s'appelait Foot Champignon. Finalement, l'idée, c'est pas tant d'aller trouver des champignons, c'est le chemin qu'on va prendre pour y arriver. Et L'important, c'est la quête, c'est ça, comme dirait Aurel c'est San. ça, c'est ça, c'est cette quête. Et puis dans cette quête, bah, il arrive des choses. Bah, c'est ce que racontent les chevaliers de la table ronde. Finalement, Ouais, ils sont chevaliers, ils vont chercher mais ils sont chevaliers par le fait qu'ils font la quête et qu'il va leur arriver des aventures. Et c'est la façon dont ils vont affronter ces aventures et ces dangers qui vont faire d'eux des chevaliers incroyables ou des lâches parce que face à l'épreuve, tout à coup, il va se passer des choses. Mais c'est la quête qui va déterminer, pas le Graal. ok. Ok. Et donc, tu dirais que finalement, un contenu qui est vraiment, en tout cas, toi, qui t'intéresse ou qui te stimule, c'est quelque chose, un contenu qui joue sur ton instinct, en fait, qui parle directement à tes émotions plus qu'à ton cerveau. Ouais, moi je suis persuadé de ça. Et puis finalement, quelque chose qui est lié à l'intime. C'est-à-dire que tout d'un coup, essayer d'aller chercher en soi la, la raison pour laquelle on est touché, la raison pour laquelle on a envie de raconter cette histoire, etc. Et pas de manière trop... sinon, on va faire un papier calque. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, il va falloir que je passe par tel ou tel et tel endroit pour arriver à raconter quelque chose, et qui sont un peu les codes du théâtre, les codes Trop de gabarit. l'éducation, Enfin, voilà. Et de pas partir là-dedans en disant, bah, tiens, je vais faire telle forme, pas savoir d'ailleurs la forme pour laquelle on va prendre forcément au départ, et se laisser guider par son intuition. D'ailleurs, au théâtre, il se passe quelque chose souvent. Des fois, on a des intuitions qui sont pas du tout rationnelles, en fait. Tiens, on va faire ça, ou on va mettre telle musique, ou, on va faire apparaître telle image, et puis, ben, je sais pas, je le sens comme ça. Et puis après, finalement, on s'aperçoit que ben, il y a une vraie raison dramaturgique à ce qu'elle soit présente. D'ailleurs, c'est aussi intéressant quand on s'intéresse à un projet, bon, là, Diogène, je sais pas, la quête dans le champignon, etc. Ben, toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie au quotidien prend du sens par rapport à ce que vous êtes en train de chercher. Et tout ouais. d'un coup, ben, la personne que vous croisez, si vous n'avez pas ce projet en tête, ben, va rien vous déclencher. Et puis tout d'un coup, vous êtes dans un projet, et ben, la façon de marcher de la personne, vous dire, ah, mais tiens, ça, il faut que je le prenne pour mon spectacle, parce que ça me parle pour mon spectacle. Parce que ouais, ok. On est en démarche. On est en démarche, on est en train de chercher, et finalement, tout fait sens. Et tout d'un coup, on a l'impression, mais oui, le monde entier attend mon spectacle, puisque tout ce que je croise parle de mon spectacle. En fait, c'est sa propre projection. C'est sa propre perception, en C'est fait. ça. Alors, ça peut être le risque, du coup, parce que du coup, on se dit, bah, ça parle à tout le monde, alors qu'en fait, ça ne parle qu'à soi. Mais c'est justement après la faculté que va avoir l'artiste à bah, son émotion, arriver à la dévoiler aux autres, et à se dire comment je parle aussi aux autres, et je ne me parle pas qu'à moi. Et justement, parce que c'est très bien que tu en parles, parce que là, on a parlé un petit peu de ton process créatif, et justement, de voir que tu démarres un peu sans savoir exactement où tu vas aller, mais à quel moment tu fais la connexion justement avec le public et de se dire finalement, mon contenu, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour un public, Mmh. et comment tu arrives à percevoir que là, ce que je fais, peut-être, il peut y avoir ça peut matcher avec un public et ils vont comprendre à la fois ce que je vais te dire et ils vont aimer aussi peut-être. Est-ce que, ou alors,
Est-ce que finalement, c'est pas une interrogation et tu dis advienne que pourra? Comment ça se passe? J'ai pas de réponse, parce que c'est un vaste débat. Est-ce que l'artiste travaille pour le public? Ouais. Alors là, il y en a plein qui vont serrer les fesses en disant: «Ah non, surtout pas». Euh, donc, je crois qu'il faut C'est très trouver ce propre juste au milieu. théâtre, quand même. Ouais, il y a Cette quelque... espèce Bah, de vision de. et en même temps, je la comprends. Enfin, ce paradoxe-là, il est intéressant. C'est-à-dire que si on travaille pour quelqu'un, c'est-à-dire qu'on perd de son âme, on perd de son envie de créer quelque chose de personnel, etc., parce on va vouloir séduire et ne pas être. Mais si on est que trop sur soi et qu'on se fout du public, bah, c'est pas bien non plus. C'est pour ça que moi, souvent, j'ai une, alors ça, je pense que ça dépend des gens, mais moi, j'aime bien, au fur et à mesure de la création, montrer des choses aux gens et entendre les retours des amis, des Tu fais artistes, des du publics. test and learn, en fait. Je teste un peu et voir un petit peu les retours. Alors, je prends ce que j'ai envie de prendre, je laisse ce que j'ai envie de laisser, mais j'essaie d'écouter. Je crois que c'est une leçon artistique, c'est une leçon de vie aussi, quoi. Enfin, Oui, parce que toi, tu es aussi quand même, justement, ce qu'on disait sur le côté un peu séduction, tu es aussi acteur. Et l'acteur, c'est un métier de séduction. L'idée, c'est quand même aussi de séduire son public. Donc, alors, la notion quand même oui, c'est Molière qui disait plaire et séduire en même temps. Euh, il y a plus que séduire, en fait, je pense que le vrai mot, et ça va rejoindre quelque chose dont on va certainement parler après, c'est l'idée de convaincre. Euh, pour séduire quelqu'un, il faut convaincre quelqu'un. Si tu séduis une femme, c'est que tu as envie de la convaincre que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. toi, la bonne personne. Voilà, c'est ça. Si tu veux séduire un chef d'entreprise, bah c'est pareil, c'est lui dire c'est moi. Et c'est pas une terme de séduction de vouloir embobiner, c'est enrober, mais c'est de convaincre en fait. Et d'aller chercher la personne en lui disant bah, tu vois, ce que je suis en train de te dire, c'est ça qui est important. Je pense qu'au théâtre, il y a l'idée aussi de cette transmission. Et c'est ce que je dis souvent aux comédiens quand mais l'idée, c'est quand tu dis ton texte, c'est de l'envoyer à quelqu'un. C'est pas de le dire pour la beauté du texte. Ouais. Tu le transmets à quelqu'un. Il faut qu'on l'entende, nous. Donc, si tu as cette exigence de vouloir être entendu, bah, finalement, tes mots vont arriver bah, jusqu'à la personne qui va les entendre et les comprendre. Et bah, c'est pareil quand tu as envie de dire quelque chose d'important à quelqu'un, bah, tu vas mettre en sorte quelque chose qui va se passer en toi, qui va faire que tu vas développer une force de persuasion, de conviction, et donc trouver les mots pour le dire, etc. Et donc ça vient avec. Voilà, plus que la séduction, je pense que c'est l'idée de convaincre et de transmettre quelque chose. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Transmission. Là, je suis en train d'appuyer sur le mot, de me faire bien comprendre la chose. Donc, bah, parce que tout à coup, j'y mets une énergie, parce que je pense que ce que je te dis est important. Donc, je vais bien peser les mots. Donc, c'est pas, finalement, c'est pas un savoir faire, c'est un savoir être. Là. Je sais pas Ouais. si c'est clair. Ce que C'est très très clair. Mais non, mais justement, c'est intéressant parce que tu disais, c'est une transition parfaite parce que toi, dans ton parcours, il y a quelque chose d'assez atypique. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as complètement lâché le théâtre, et tu vas nous en parler, pour vendre des cuisines. Et du coup, tu es t'es passé du monde du théâtre, on va dire, au monde du travail classique, entre de guillemets, la vente, même carrément. de la Osons le vente, qui est dire. vraiment un truc, et même du marketing, etc. Et justement, bah, un petit peu tout ce que tu nous as raconté sur le côté un petit peu convaincre, séduire, persuader, le jeu d'acteur. Est-ce que tu as fait un parallèle entre les deux? Est-ce que ça t'a servi? Déjà, pourquoi tu as quitté le théâtre? Parce que ça te fatiguait ou, Ouais, parce que tu as les deux choses contradictoires, et c'est justement le nœud est là. Je n'ai pas quitté le théâtre pour vendre des cuisines, j'ai quitté le théâtre pour quitter le théâtre. Ouais. Et la chose la plus bizarre, elle est là. Pourquoi on arrête un métier aussi passionnant? C'est qu'à un moment donné, il y a eu une part de désenchantement. Alors ça, c'est un terme aussi qui est important pour moi, le désenchantement et son opposé, l'enchantement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on perd cette envie de faire quelque chose, etc. Et donc, oui, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas pour vendre des cuisines, on arrête d'abord le tap et après on se dit, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et après, la vie te fait te dire, bah tiens, peut-être que je me sens capable de vendre.
Je me sens capable de vendre quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être un lien entre la vente et le théâtre. Et si on le pose comme ça à plat, on dit, bah oui, c'est normal, on joue un rôle. C'est quoi jouer un rôle? Et c'est vraiment ce que tu t'es dit? Non. Tu t'as Je, posé le truc en disant, bon, moi j'ai une formation de théâtre, d'acteur, de metteur en scène, etc. Qu'est-ce que je peux faire, on va dire, dans la société civile? Et tu t'es dit, tiens, non. la vente, c'est Alors, le bon truc. c'est pas aussi, j'ai pas décidé, hein, ça s'est fait par plusieurs choses. Chercher du travail, j'étais un petit peu paumé parce que j'arrête le théâtre, c'était une décision importante, c'est grave pour moi et j'étais même paniqué parce que je disais mince, j'ai jamais rien fait d'autre de ma vie que du théâtre, je sais rien faire d'autre. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je savais faire beaucoup de choses grâce au théâtre, mais grâce au théâtre et surtout grâce à la relation à l'autre. C'est que finalement, au théâtre, on développe une faculté d'écoute, d'improvisation, d'être avec les gens, de transmettre, etc. Et que ça, dans beaucoup de métiers, mais ça peut être l'enseignement, ça peut être le conseil, ça peut être... Et dans la Partout, en vente, fait, ouais. partout. Alors après, il y a des métiers très techniques où là, si tu me demandes de planter des clous, je vais être très 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 mauvais. Mais pour les vendre, je serais peut-être mieux, je sais rien. Mais à partir du moment où il y a une relation humaine, là, je me sens à ma place, en fait. Donc je dis pourquoi pas la vente. Et puis j'y suis allé comme ça, la fleur au fusil, en disant bon, je vais essayer. Et puis ça a fonctionné. Mais tout d'un coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est pas l'acte de vente qui est important, c'est finalement c'est le côté relationnel avec une personne, c'est la comprendre, c'est l'entendre. Euh, et on arrive sur ce fameux débat vendeur, acteur, jouer un rôle, et si on va un peu plus loin, menteur, bobineur, Ouais. etc., etc. Or, l'acteur est un menteur puisqu'il joue un rôle, il ne joue C'est pas pas son le rôle. rôle qui joue, bien sûr. Mais en même temps, pour qu'il le joue le mieux possible, ce rôle, il faut y mettre de soi. Et plus il va trouver une sincérité dans la façon d'être le personnage, et donc des choses de soi, plus il va être bon sur scène. Parce que vous allez dire, ah, il est bon cet acteur, on a vraiment l'impression que c'est vrai. C'est vrai parce qu'il est vraiment sincère. Et donc, c'est ce paradoxe-là qui m'a tout d'un coup, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça intéressant. De dire, finalement, la vente, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a un objet à la fin qui est de vendre que ça t'empêche d'être sincère dans la relation avec la personne et de la comprendre et de l'entendre. Après, l'histoire de la marge, l'histoire de la vente, etc., ça vient après. Et finalement, c'est presque pas le plus important. Presque du détail, ça. Mais oui, puisque c'est même pas vous qui allez fixer le truc, c'est la personne en face, puisque vous aurez eu un accord humain avec la personne. Et plus on va travailler cette sincérité-là, ce rapport à l'autre, plus les choses vont advenir. Et je reviens à ce dont on parle au départ, et c'est pas dans la vie, dans l'éducation, dans l'amour, dans la profession, etc. Et c'est ce que moi j'appelle l'enchantement. C'est la complexité du rapport qu'on a avec l'autre. Qu'est-ce qui va faire qu'on va créer cet enchantement ou ce désenchantement? Et si on va encore un peu plus loin, je pense que c'est l'art aussi de raconter une histoire qui va faire que les choses adviennent ou pas. Et raconter aussi peut-être sa propre histoire. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Donc en fait, raconter une histoire, c'est pour toi, c'est le moyen justement d'enchanter la relation avec finalement avec un public, avec un client. Ouais. Avec, Mais raconter une histoire, c'est pas raconter des histoires, c'est raconter une histoire. Donc c'est raconter une histoire. pas n'importe quelle histoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai, je me dis, finalement, pendant les 20 premières années, j'ai fait du théâtre en racontant des histoires. Après, on a un enfant, on lui raconte des histoires le soir. Et puis, comment on raconte ces histoires? Est-ce qu'on lui raconte rapidement avant qu'il se couche et le gamin il n'est pas couché? Ou est-ce qu'on va vraiment y mettre quelque chose, une énergie, une sincérité qui fait que tout d'un coup, le gamin à côté va être scotché et puis tout d'un coup, il va partir dans les rêves avec ces mots-là. Et c'est pareil dans une vente, et c'est pareil dans les relations humaines, c'est comment tu racontes cette histoire en fait. Et qu'est-ce que tu mets de toi là-dedans pour que ça advienne et qu'il y ait quelque chose qui se passe, cet enchantement. Ou pas, des enchantements. Et donc finalement, toi, c'est quelque chose, c'est ce que tu as appris de ce que tu avais appris finalement au théâtre. Tu l'as mis en œuvre pour toi finalement Ouais, c'est ça. dans la vente. Et après, tu l'as, comment dire, théorisé peut-être pour essayer de le partager avec d'autres. Après coup. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai. Si je retrace ma vie maintenant, j'ai l'impression que tout était écrit en fait.
que tout est lié, ouais. Ouais, Tu racontes l'histoire. voilà, je fais une fac de droit, rien à voir avec le théâtre, mais dans la fac de droit, je fais de la sociologie politique. Et la sociologie politique, sociologie politique, on découvre un livre de Erving Goffman qui dit la présentation de soi dans le monde d'aujourd'hui. Et que finalement, on est toujours en train de faire du théâtre dans notre vie d'aujourd'hui, parce qu'on la présentation, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'après, je fais du théâtre. Euh, et puis qu'après, j'arrête le théâtre et que je vais dans le commerce. Et que donc le livre de Goffman me revient tout d'un coup à la tête. Et oui, mais en fait, bien entendu, Tout ça a du sens. tout ça a du sens. Et quand je reviens au théâtre après avoir arrêté de vendre des cuisines, et je crée la nouvelle compagnie, donc Compagnie Tour de la Page, le premier spectacle que j'ai envie de créer, c'est de parler de ça, de cette histoire d'un acteur qui arrête le théâtre pour devenir vendeur de cuisine. Et de parler de cet enchantement. Parce que la notion de principe d'enchantement, en fait, c'est un principe de vente. C'est Pierre Bourdieu qui a mis en place théorisé cette façon de dire que la vente, c'est un principe d'enchantement. Comme il dit, bah, je sais bien, je retourne toujours chez le même boucher, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Ouais. Donc voilà, c'est ce principe-là dans la vente. C'est la base du marketing. C'est la base qu'on oublie peut-être maintenant, parce que finalement, c'est vrai que dans la vente, je pense dans l'histoire de la vente, au départ, il y avait beaucoup on cherchait la relation, en fait. On cherchait un contact, on cherchait un marchandage, on cherchait à se taper dans la main. Ok, c'est bon. Et ça se perd peut-être de plus en plus. Et peut-être et je pense que les gens ont de plus en plus de besoin de revenir à ça, aussi de ce côté humain. Et peut-être ce que vous essayez de développer dans votre façon de faire votre travail, et il est là. C'est-à-dire que finalement, c'est pas seulement un design, c'est pas seulement un logo, c'est aussi qu'est-ce qui est raconté. Ouais. Qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est transmis. Et quelle histoire que tu me racontes là pour m'embarquer chez toi? Quelle histoire que tu me racontes pour que tu me vendes quelque chose? Quelle histoire que tu me racontes pour que j'adhère à ton spectacle? Quelle histoire que tu me racontes pour que je m'endorme le soir? Évidemment, on vient toujours. En fait, tout ça, c'est la même histoire. C'est à la fois, il y a une audience qui a envie d'entendre une histoire et il faut lui raconter finalement la bonne histoire. Et puis quand il n'y a pas de talent à raconter des histoires. Enfin, si on a envie de la raconter, si on a envie de la raconter, vous allez trouver les moyens pour la dire. Mais avec votre maladresse, parce que plus on va avoir un savoir-faire, plus votre sincérité elle va s'effriter, parce que vous allez mettre en avant votre savoir-faire, votre façon de parler, votre façon de vous tenir, votre façon de vous habiller, etc. Oui, mais l'intérieur, je préfère quelqu'un qui avoir du mal à parler et qui va me toucher émotionnellement par ce qu'il raconte, que sa façon d'être. Finalement, quelqu'un qui va être super à l'aise et super va m'agacer. Ouais. Mais justement, toi, tu as vu ça un petit peu peut-être dans le monde, enfin, à la fois dans le monde du théâtre et dans le monde des entreprises, donc on va dire des gens qui, peut-être des professionnels justement du paraître, peut-être un peu moins dans le monde des entreprises. Est-ce que tu vois des différences ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait dans le monde du théâtre qui pourrait s'inspirer peut-être du monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat et inversement dans le monde de l'entreprise des choses ce que tu as essayé de transmettre qui peuvent s'inspirer aussi du monde du théâtre, du monde du jeu, du monde de la mise en scène, du monde, alors pour le coup là dans le marketing, le storytelling, mais c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Je pense que c'est toujours pareil, les qualités des uns mais je pense que dans le monde de l'entreprise, on aurait intérêt à avoir cette faculté de vouloir effectivement entrer plus dans quelque chose du fond, quoi. C'est-à-dire de pas vendre du vent, du coup, d'avoir quelque chose à raconter, de savoir qui est la personne à qui vous adressez, etc. Et pas de manière fausse. Parce que ce que j'appelle moi, souvent le syndrome Buffalo Grill, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on développe une façon d'être qui est une façon copier-coller, que chacun va développer en disant, bah, il faut être gentil avec les gens, oui, enfin, quand t'as dit ça, qu'est-ce que t'as dit? Comment t'es gentil? Est-ce que tu l'es vraiment en sincérité ou pas, etc. Pas une méthode, mais une véritable façon d'être. Euh, et donc, développer cette chose-là que je crois, a priori, on peut avoir dans le milieu de l'art, puisque notre boulot, c'est de raconter des histoires et d'aller chercher comment la raconter, etc. Et d'un autre côté, ben, peut-être que le théâtre a... Alors,
je pense que de toute façon, ce que je disais, je peux pas parler au nom de tous les théâtres, mais il y a des fois un côté hors sol, un petit peu, effectivement, un côté, ben, on se préoccupe pas euh, on se préoccupe que de l'histoire, mais aussi à un moment Ouais. donné, Pas assez de l'audience ou ouais, c'est ça, c'est vraiment, bah, ça peut, le risque, ça peut se développer un espèce d'entre-soi, peu importe, déconnexion avec voilà, une non-connexion, etc. Attention, il y en a qui arrivent très bien à faire les bien deux. sûr. Mais ça peut être le risque. Mais c'est le risque de chacun quand on fasse une œuvre d'art et qu'on se dit, bon, ça me parle. Est-ce que ça va parler aux gens et comment je vais faire en sorte que ça parle aux gens, mais en même temps sans, voilà, lui étant de la sincérité, de la vérité, euh, et puis sans vouloir aussi forcément trop d'aller vers les gens. C'est un peu en bout. Ouais. Alors si, justement, je vais essayer de te résumer, mais est-ce que ça veut dire un petit peu que dans le monde de l'entreprise, il y a, ce qui est peut-être, c'est normal, mais un peu trop gabarisé, il Ouais. faudrait chercher à aller, voilà, il y a des petits chemins de traverse, et notamment travailler la créativité, la sincérité, euh, pour retrouver un petit peu ce... Mais ils le cherchent. Les entreprises, ils cherchent, ils disent, moi, je veux être mieux avec mes salariés, je vais, c'est Ouais, pas. Mais en fait, on ne sait pas. Ils savent dire, ben, en fait, alors, il y a plein de théories qui sont super intéressantes, de com, etc. Ce qu'on appelle les soncas, et des choses comme ça, les camemberts jaunes, rouges, verts et bleus, etc. Ok, super, mais quand tu as dit tout ça, et là où, bah, moi, je me suis posé ces questions, en fait, quand je travaille avec des entreprises, j'ai ces théories-là en tête. J'ai mon métier d'homme de théâtre, mais en fait, je me dis, bah, en fait, on va expérimenter des choses ensemble. Donc, je crois que l'idée, ce serait plutôt de, ben, comment ça fonctionne l'être humain, comment ça fonctionne ensemble quand on est sur des exercices de jeu, etc. Comment on fait que tout d'un coup ça matche ou ça matche pas. Et puis de se rendre compte. Et puis d'expérimenter la chose. Après, d'avoir une règle pour que ça se passe bien toujours, c'est impossible. On est des êtres humains avec. Mais en tout cas, d'avoir conscience que tout se joue dans la relation à l'autre. ouais, Donc tu nous parlais de la méthode justement pour... voilà la méthode. Et quand on est jeune comédien, on se dit, bon, c'est quoi la méthode pour être bien apprendre un rôle et bien le jouer. Donc on cherche dans des livres. On le cherche comme si on cherchait une recette de cuisine en fait. ouais, Donc il faut tant de... voilà. Et en fait non, c'est que de l'expérimentation. Et bah, plus on va expérimenter, plus on va avoir une richesse humaine à raconter, plus on va être bon sur un plateau. Parce que finalement, on est riche de toutes nos histoires, de toutes nos rencontres, de toutes nos prises de risques, de tous nos échecs, etc. Et il n'y a pas de recette magique parce que c'est de l'humain, c'est de l'émotion et que ça se calcule pas, ça se ouais. ressent. Et sans doute dans l'entreprise, dans le monde d'entreprise, c'est peut-être ça qu'il faut essayer de chercher à travailler, c'est cette expérimentation de l'humain. Et Et les entreprises aiment bien quand même ils aiment bien les méthodes, ils ouais, aiment bien les process, ils aiment bien ce qu'ils peuvent répliquer. Et donc c'est mais vrai que tout ça, c'est super, c'est très intelligent, c'est très intéressant, c'est toutes des études de com, etc. Mais ce que j'ai remarqué quand je travaille avec des entreprises, c'est qu'ils aiment bien aussi tout d'un coup mettre les mains dans le moteur. C'est à voir comment ça fonctionne le moteur humain. Et se confronter à ça. On appelle les jeux de rôle. Mais c'est pareil, les jeux de rôle, il faut les préparer dans le sens où les jeux de rôle, le problème, c'est qu'on se met dans les postures. Si je te demande de jouer un gendarme, tu vas faire ah, bonjour madame. Donc les gendarmes, ils jouent comme ça. Ben non, là, tu joues un rôle de. C'est des caricatures. Non, il faut l'expérimenter sur des jeux d'improvisation, etc. De voir comment la personne. Développer ton écoute de l'autre, etc. Et de développer des muscles de l'écoute, de la concentration, de l'improvisation, de s'adapter, etc. Ces choses-là, ben ça, effectivement, sur un plateau de théâtre, on est obligé de travailler. Et on l'a peut-être de plus en plus, on l'a plus développé en nous. naturellement que ouais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à vendre des cuisines. Mais si je ne le savais pas avant, c'est que j'avais développé ces muscles-là de l'attention à l'autre, pas dans l'attention à l'autre en disant j'aime les autres, mais de l'étude sociologique de l'autre quand je l'ai en face de moi pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir jouer un personnage, et que du coup, bah, ça m'a aidé dans la vente, certainement, sûrement. Euh, Donc aujourd'hui, tu dirais que vraiment c'est finalement pour les entreprises, c'est l'intérêt, c'est vraiment de travailler plus sur l'attention, mais l'attention en fait, de l'attention l'intention même presque. De l'intention l'intention. Ouais. et
l'intention qu'ils ont et l'attention qu'ils vont recevoir. C'est peut-être ça le. Ouais, parce que l'attention, tu sais, ça me fait penser à euh, comment à l'élève qui, dans une classe, euh, met toute sa concentration à montrer au professeur qu'il écoute. Donc il se concentre pour montrer qu'il écoute, il se concentre tellement pour montrer qu'il écoute Qui rien. n'écoutent pas. Donc voilà, c'est l'intention, c'est vraiment finalement, euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la transmission, c'est comment on crée une façon de communiquer à l'autre, quelque chose qu'on a envie de lui communiquer. On dit souvent, enfin je sais pas si on le dit, mais en tout cas, on se souvient jamais de ses cours, mais on se souvient de ses profs. C'est vrai, ça. Donc ça veut dire quoi? On se souvient pas du contenu, on se souvient de quelqu'un qui mettait une énergie pour nous la raconter ou qui l'avait dépassé. Euh, Ouais. et on se souvient de quelqu'un qui vous a touché humainement. On se souvient pas des formules de mathématiques, on se souvient pas des dates de l'histoire, on se souvient pas. Ouais, quelques-unes quand même. Ouais. Marignan, 1515. Voilà, celle-là. Mais celle-là. Mais C'est la seule que j'ai retenue. et l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, 1710. Mais sinon, on se souvient finalement plus d'une façon d'être Ouais. que de finalement des cours. Donc ça prouve bien que cette façon de travailler son contenu à soi, son être, sa façon de transmettre va être déterminante. Et alors si on résume, entre le moment où on est en famille, le moment où on mange avec son concubin, sa concubine, le moment où on est avec ses salariés, le moment où on est avec ses clients, le moment où on est avec son enfant le soir, c'est épuisant une journée d'homme parce qu'on est toujours en relation les uns avec les autres. Et on doit toujours être à fond pour pouvoir que les choses adviennent. Ce qui veut dire que ça peut aussi légitimer des moments de repos, Le relâche. de relâche, d'aller au théâtre. Mais pour Aller au théâtre pour relâcher. pour relâcher, parce qu'on a, et je pense que c'est la fonction cathartique du théâtre, elle est là aussi, c'est-à-dire que les gens viennent voir des gens qui se consument devant vous pour éviter de vous consumer en fait. Et eux se consument, vous transmettent quelque chose et voilà, vont vous nourrir pour qu'après vous-même vous puissiez transmettre cette chose-là. Donc c'est un peu ça ce que tu disais en préambule, là, être présent, finalement, c'est un peu. Être là. C'est être là, mais ça nécessite finalement pas mal d'énergie, quoi. Ouais. Ça demande de l'énergie. Et c'est fatigant. Souvent, on dit à un comédien, comment tu fais pour apprendre ces textes? C'est pas tant ça. Sinon, tous les universitaires de France seraient comédiens. Ils apprennent beaucoup plus de textes que nous. Ouais. Mais c'est la façon dont on va les transmettre qui va être important. C'est d'être derrière les mots, d'être derrière les intentions, d'être derrière les sentiments, qui fait qu'à un moment donné, ben ça, c'est épuisant. Et moi, j'admire le métier de professeur. Mais comment ils font toute la journée pour être là avec chaque classe? Ils sont pas tous là. Pas tous là. Mais je te rassure, les comédiens sont pas tous là Ouais, non bien plus. sûr. Les vendeurs sont pas tous là non plus. Et c'est une faculté qui est compliquée à. Et c'est compliqué de l'avoir tout le temps. Donc il faut trouver aussi des stratégies pour des fois s'économiser. Mais ce qui va faire que quelqu'un va vous toucher, vous êtes prêt à faire ça pour conquérir la femme de vos rêves. Hein. Vous allez décupler votre façon d'être attentif dans l'intention. Il ne faut pas que ce soit le temps d'une soirée. C'est le temps d'une vie. Que ce soit, ouais. Avec des petits moments de pause quand même. Ouais, mais ouais, mais il faut savoir dire, pas maintenant, après, parce que voilà, ce moment-là, là, je suis pas, mais arriver aussi à donner le change quand il est vraiment. Quand on arrive parce que c'est impossible d'être, c'est surhumain, d'être tout le temps dans une attention comme ça. Oui, dans l'instant présent, Ouais. concentré, parce que finalement c'est ça ce dont tu parles, c'est une C'est ça. forme de concentration Ouais, un peu intense complètement. qui te permet à la fois de transmettre et d'être en. Et des fois, ben, il vaut mieux pas être là parce qu'on n'a plus les capacités de l'être, mais ça peut être une répétition de théâtre qui peut durer 8 heures. Les mecs qui travaillent pendant 8 heures d'affilée, c'est pas possible en fait. Pas à 100%. Bah non. Il vaut mieux travailler 2 heures à 100% que 8 heures à faire croire qu'on était se prend la tête, le chou. Donc voilà, moi je suis plutôt pour les choses qui se passent de manière très intense, mais faut-il arriver à la contacter aussi? Et le problème, c'est qu'avec un collectif, bah, t'en as deux là qui sont super concentrés, les autres ne le sont pas. Alors, si les gars, si vous pouviez tous se concentrer au même moment, ça nous Ça, aiderait. c'est les défis du management. C'est des films management, mais c'est sur un bateau, quand il y a de la tempête, on se pose plus la question, tout le monde est là. Hein. Alors justement, voilà, pour conclure, ce serait quoi un petit peu? Alors je sais, on m'a dit justement il fallait pas forcément des recettes, des process, tout gabarisé, mais
c'est quoi un petit peu tes tips à toi pour justement être là, ce que tu partages avec tes élèves, même pour toi dans ton métier d'acteur et de metteur en scène, c'est quoi un petit peu tes quelques astuces pour, à un instant donné, être capable justement d'être là, d'être présent et de pouvoir être en capacité de partager quelque chose? Je pense que c'est se mettre en danger. C'est-à-dire que quand on est sur un plateau de théâtre, quand on arrive sur un plateau devant des spectateurs, on est en danger de mort. C'est ce que dit, je sais plus quel autre dramaturge. Le fait de jouer, il y a une espèce de danger de mort. C'est là, ici et maintenant, on peut pas se planter, sinon c'est mort. C'est ce danger-là. Mais quand on se retrouve devant des gens à qui on doit convaincre, il y a ce danger-là aussi d'être entendu. Quand on cherche du boulot, il y a ce danger-là d'être pris, de ne pas être pris, ce danger-là de séduire ou de pas séduire quelqu'un, d'arriver à se mettre dans des situations, finalement, où on est en danger, de devoir... mais un enfant est en danger quand il va acheter sa première baguette dans une boulangerie. Il va être tellement concentré qu'il va pour compter parce il veut vraiment donner la bonne somme d'argent, récolter la même somme. Et le boulanger, la boulangère va être attendrie par ça. Ça prouve bien que cette intensité, cette énergie qu'on met au moment où on demande, on veut quelque chose, ou transmettre quelque chose, Ouais, elle touche les gens. Ouais. Donc il faut arriver à trouver les situations, donc être dans un inconfort, Ouais. prendre... là par exemple actuellement, moi je suis en travail avec des gens qui font de l'impro. Euh, je trouve que artistiquement, enfin de l'impro, vraiment du théâtre d'impro, quoi. Ça a des limites, mais moi en tant que comédien, de me mettre là-dedans avec eux qui ont l'habitude je me mets en danger de fou, quoi. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Et je me dis, tiens, c'est bien que je le fasse parce que ça va m'apprendre des choses, etc. Finalement, ce danger de ne pas être dans une situation de confort vous permet de développer ces muscles-là et de Ce les niveau entretenir. d'attention, de concentration. Ouais. Voilà, et, pour les JO, ils se préparent musculairement. Je pense aussi un petit peu dans la tête. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, on peut préparer aussi. Voilà, sur un stade de foot, à un moment donné, la balle, elle arrive, tu sais où est ton partenaire, tu sais quel geste tu dois faire, mais tu le calcules pas, tu le réfléchis pas, ça vient parce que tu as travaillé ça avant en entraînement. Bah, il faut développer ces muscles de l'écoute, de l'attention chez soi, en lisant un livre à ses enfants. Comment je fais pour que ce soit pas juste un truc, une tâche que je fais consciencieusement, mais une tâche que je fais passionnément. D'accord, donc il y a aussi une partie un peu de préparation et à la fois de se mettre dans une situation d'inconfort, mais Mm. entre guillemets maîtriser en la préparant. Et donc en travaillant. Bah, ouais, en la préparant, en s'exposant, en se mettant. Voilà. Alors maintenant, je dis ça, fort de mon âge qui commence à être très vieux, donc avec mais ouais, je pense que je suis pas le même qu'avant, à 20 ans, 25 ans, quand je dois aller demander un emprunt à une banque, quand je dois aller sur un plateau de théâtre. J'ai pas la même. Parce que j'avais pas. Expérience. Ouais, c'est pas et c'est cette expérience-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est en risquant, toujours se risquer des choses que tout d'un coup, il y a des choses qui vont advenir. Prendre ce risque-là, pas être dans un confort. Je sais pas si je réponds à ta question, mais Si. ouais, ça me semble être le truc le plus important, c'est Se mettre en danger de mort. ouais, se mettre C'est un très beau mot de la fin, de se mettre en danger de mort pour pouvoir. en danger de mort, mais façon de ouais, de se dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur à ce moment-là, quoi. Se préparer à ça. C'est ce que font maintenant, finalement, ce qu'essaient de faire dans l'enseignement avec les grands oraux, etc., ce qu'on appelle le grand oral. J'ai discuté hier avec un prof, il disait qu'en France, on était vachement en retard, que toutes les universités étrangères, maintenant, recrutaient beaucoup sur le type, en fait, plus que sur les diplômes, sur ses passions, sur ce qu'il avait à raconter, pourquoi il voulait faire ce métier, et que c'était ça qui allait déterminer le fait que les gamins allaient être pris ou pas dans telle université. Et qu'en France, on était encore beaucoup sur les résultats. Mm. Je pense que c'est aussi un truc à explorer, ça. C'est-à-dire, qui est la personne en face de vous? Moi, j'ai d'aide des fois dans les lycées à travailler sur des plaidoiries, des choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant la brillance de la plaidoirie, c'est ce qu'on y met de personnel dedans, ce qu'on va montrer. Donc, prendre ce risque-là aussi. Pas être que brillant. Ouais, ce qu'on dit souvent, fendre l'armure un petit peu. Ouais, c'est ça. Être capable de. Fendre À la l'armure. fois de Fendre se la... montrer. Joli ça. Bon, eh ben, ce sera peut-être ça le mot de la fin. En tout cas, merci Fabrice pour tous ces conseils. Je vous en prie. Et puis à très vite alors.
Ouais, j'espère.